consacrer notre solidarité, fièrement saluer l'emblème de notre souveraineté. Non béni, désolé, au pays, bien-aimé, nous peuplons ton sol et nous assurerons par le 30 juin, nous sommes 30 juin, du 30 juin, jour sacré, soirée témoin, jour sacré de l'immortel, serment de liberté, et nous lèvons à notre postérité pour toujours. Union pour la démocratie et le progrès social. Notre parti du peuple, parti de la majorité. Union pour la démocratie. Étienne Tshisekedi, héros national, père de la démocratie en République démocratique du Congo. Félix Tshisekedi, chef de l'État, aidons. Merci beaucoup. Applaudissons pour nous-mêmes. Voilà, nous commençons notre matinée avec le premier point, la présentation du conseiller spécial du chef de l'État en matière d'infrastructure. La présidente de M. Alexis Kayombe va vous parler de Nexus hydrogène, la révolution industrielle verte de la RDC. C'est l'une des solutions actuellement, non seulement pour apporter beaucoup plus de recettes dans la caisse de l'État, mais aussi pour contribuer dans la lutte contre les régions. Pendant que les élèves, nous sommes encouragés par nos interventions. Sur lesquels pour avancer. Pas de l'hydrogène. Pour nos amis et camarades qui étaient les mois passés à Rotana, je pense que j'avais lancé cette présentation sur les grands projets de Inga. Puisque quand on parle de l'hydrogène, vous avez besoin d'électricité, vous avez besoin aussi de l'eau. Et on ne peut pas parler de l'hydrogène sans électricité. Et j'étais allé directement au but pour parler des projets de Fortescue, puisque c'est les grands projets que nous avons, qu'on peut appeler aujourd'hui projet continental, vu son volume et sa capacité, et surtout même la valeur même d'investissement. Je vais aller rapidement, comme j'ai 30 minutes, je sais qu'il y aura beaucoup de questions. Je vais parler de ce qui est essentiel. Bon, comme vous le savez, ça fait plus de 62 ans ou 65 ans qu'on parle du projet des Grands Inga. Juste une petite historique.
vous avez appris les consortiums sino-espagnols. C'est avec le régime de M. Kabila. Ils avaient signé un protocole d'accord avec les Espagnols et les Chinois, n'est-ce pas, pour construire ce qu'on a appelé Inga 3. Et le coût du projet était évalué à 14 milliards de dollars. En 2020, nous avons reçu certains investisseurs américains qui étaient aussi intéressés, n'est-ce pas, de construire le barrage de Inga avec un coût qui valait plus ou moins 12 milliards d'euros. Aujourd'hui, euro et dollar, c'est presque close. Et 2020, au mois de septembre, en présence du chef de l'État, nous avons signé un protocole d'accord avec les Australiens, une firme australienne spécialisée en tout ce qui est mine et énergie. Ils ont signé aussi un protocole d'accord, mais cette fois-ci, ce n'est pas pour la construction de Inga 3, c'est ce qu'on appelle tous les grands Inga. Grand Inga, ça veut dire, vous avez Inga 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et il y a eu aussi l'intérêt de l'Union africaine qui était aussi intéressée avec l'appui de la Banque mondiale, la Banque africaine de développement, pour construire un barrage, mais cette fois-ci de 4800 MW. Alors si vous voyez bien ici, les Australiens, ils ont estimé que pour faire Inga 4 jusqu'à Inga 8, ça pourrait aller plus ou moins dans les 22 milliards de dollars minimum. Et ils ont donné quelques avantages que quand ils vont investir, ils vont tenir compte de la sous-traitance pour que le marché de sous-traitance soit géré par les Congolais ou bien accordé aux Congolais. Et local content, c'est le contenu local, c'est un modèle social qui est aujourd'hui utilisé dans les secteurs d'énergie, surtout dans les pays pétroliers qui produisent du pétrole, comme le Nigeria, comme l'Angola, comme Malaisie, Indonésie, voire même Mozambique, des local content. Et puis ce qui est aussi important, c'est ce qu'on a appelé les fonds Inga. Pourquoi fonds Inga? Nous avons compris que si on construit un barrage de Inga, il sera très difficile d'amener de l'énergie de Inga partout en RDC. Pourquoi? Puisque le coût de production aujourd'hui des grands Inga va coûter trop cher, 3-4 fois plus cher que la production elle-même de Inga. D'où il faut qu'il y ait un fonds qui va permettre à financer tous les projets micro-barrages ou d'autres sources énergétiques à RDC pour permettre que lorsqu'on commence les projets de Inga, du moins la population, Inga c'est très important pour nous puisque, comme je disais, on ne peut pas amener l'énergie de Inga partout en RDC. Pourquoi? Puisque les coûts de production, surtout les coûts de transport, parfois c'est 3-4 fois plus cher que les coûts de production. D'où il faut qu'il y ait un fonds. À partir du moment où on commence les projets, on peut résoudre ces problèmes d'énergie plus ou moins dans plusieurs parties de la RDC. Voilà, donc souvent quand on parle de barrages, grands barrages en RDC, on voit seulement les grands Inga, mais vous devez aussi savoir qu'en dehors des Inga, nous avons aussi un site qui s'appelle Pioka. C'est une rivière Pioka, côté de l'Ouazi, qui se déverse vers les fleuves du Congo. Et Pioka, c'est un site qui a un potentiel de générer plus ou moins 15 000 MW. Et il y a aussi le site de Matadi. Donc si vous prenez déjà Inga 42 000 MW, plus ou moins, plus 15, plus 12, donc on peut arriver facilement dans les 72, 75 000 MW. Voilà. Alors ça c'est aujourd'hui le modèle lui-même australien. Qu'est-ce qu'ils vont faire de notre énergie de Inga? Vous savez, quand on parle de paradigme conventionnel, souvent on produit de l'énergie de Inga, on va vendre ça à la population ou à certaines industries. Pourquoi
pourquoi au début on a divisé Inga en Inga 1 en 1972, Inga 2 en 1982, et puis maintenant on a Inga 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'était pour des raisons. La première raison, c'est une raison purement économique, puisqu'il fallait avoir des sous, n'est-ce pas, pour pouvoir financer des projets de Inga. Deuxième raison, la plus importante, c'était une raison de marché. C'est-à-dire, on ne pouvait pas construire un grand barrage, avoir de l'énergie sans avoir les marchés. C'est ainsi qu'on a parlé de off-takers, c'est-à-dire les gens qui doivent acheter. C'est la raison pour laquelle l'Afrique du Sud, en 2013, si je ne me trompe pas, ils ont signé un traité avec la RDC pour acheter notre énergie de Inga et l'amener chez eux. Pourquoi? Puisque l'Afrique du Sud, c'est un pays africanement industrialisé, n'est-ce pas? Donc nous, ou d'autres pays, quand on ne pense pas à l'industrialisation, on peut seulement vendre de l'électricité à la population avec des petites industries. C'est pourquoi la plupart de compatriotes, ils parlent toujours d'amener de l'énergie au Nigeria, amener de l'énergie en Afrique du Sud, amener de l'énergie en Angola et consorts, puisque ce sont des pays qui sont industrialisés sur le plan africain. C'est-à-dire nous, l'industrialisation n'était pas le cas. Mais avec la vision des chefs de l'État, lui, il parle aujourd'hui des changements de paradigme. C'est-à-dire que l'énergie devient un simple intrant qui va permettre à produire d'autres produits. Par exemple, si nous avons de l'énergie, nous prenons cette énergie, c'est-à-dire que nous avons les industries chez nous, et l'énergie va aider à produire des produits finis. Par exemple, l'hydrogène. On prend de l'énergie pour produire de l'hydrogène, on prend de l'énergie pour raffiner les matières premières sur place. C'est-à-dire on amène des industries en RDC, ce qui va permettre à donner du travail à la population congolaise. Or, les modèles d'amener toute l'énergie dans les pays voisins, pour votre information, Afrique du Sud, on parle plus ou moins 51 000 MW. Je sais qu'aujourd'hui, y compris que ce soit nucléaire, énergie solaire, la totalité, on parle de 51 000, si je ne me trompe pas, mégawatts. Nous, RDC, nous sommes plus ou moins 2000 professeurs, c'est ça? 2000 ou 2300 MW. Bon, c'est-à-dire que vous voyez déjà que les pays industrialisés, ils ont déjà l'énergie chez eux, mais ils veulent encore importer. D'accord? Nous n'avons pas assez d'industrie. On voudrait exporter de l'énergie dans d'autres pays. Mais la vision des chefs, c'est faire consommer de l'énergie sur place. C'est ainsi que Fortescue, quand il est arrivé, il a proposé à la RDC que voilà, moi, je vais amener les industries sur place, et ces industries, c'est pour produire de l'hydrogène, produire les engrais chimiques. Ces énergies vont servir aussi à raffiner les matières premières. Juste une parenthèse, vous savez, nous avons notre corps de miniers. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On exporte ce qu'on appelle les matières premières concentrées. D'accord? Donc, si on vous dit qu'aujourd'hui, que nous avons une tonne de cobalt, et la teneur est de 24%, c'est-à-dire qu'il y a 24% dans les 10 tonnes là, le poids d'une tonne de 1000 kg, vous n'avez que 24%. C'est des 140 kg de cobalt. Mais le reste là, c'est quoi? Ça peut être cuivre, ça peut être manganèse, ça peut être n'importe quel produit. Mais avec cette solution, nous serons capables de raffiner toutes nos matières premières ici sur place. Quand vous avez 1000, on sait déjà qu'il y a 240 de cobalt, il y a 200 de cuivre, il y a 112 de manganèse, de coltan, etc., etc. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire les Australiens? Ils vont produire de l'énergie, et cette énergie est transportée vers ce qu'on appelle l'industrie verte. Et l'industrie verte, vous aurez les produits finis comme l'hydrogène, vous aurez gaz ammoniac, vous aurez d'autres produits qui seront générés sur place, et ils transportent ça vers les ports en eau profonde. Et le port en eau profonde va permettre à exporter les produits qui doivent être exportés, et d'autres produits peuvent être utilisés sur le marché congolais.
Bon, ici, comme vous le savez, on parle de l'utilisation beaucoup plus d'énergie. Vous pouvez voir que dans plusieurs pays, depuis 1973 ou jusqu'à 2018, la partie qui est utilisée, si vous voyez bien, 1973, plus de 53% de l'énergie est utilisée dans les industries. D'accord? Hier, j'étais avec l'ambassadeur de la Belgique, il me disait que le nombre des industries que nous avons chez nous, c'est moins de 1000. Mais il y a 30 ans, c'était à peu près 37 000 industries en RDC. Voilà. Vous voyez déjà qu'il y a eu quand même une chute d'industrie. La plupart des consommateurs, c'est au niveau industriel. Donc, l'énergie, comme je disais, c'est important qu'il soit utilisé dans l'industrie. Pourquoi? Puisque l'industrie crée l'emploi. Je vous donne un exemple. Prenons dans un village ou un district ou une commune où il n'y a pas de l'énergie. Société A, B, C, D arrive, il installe des compteurs dans chaque maison. Et ces gens-là n'ont pas de travail, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de pouvoir d'achat. C'est-à-dire que tant que les gens ne travaillent pas, même si on va distribuer de l'énergie dans chaque maison, à la fin du mois, ils doivent payer. Mais si l'énergie, si le modèle commercial aujourd'hui, qui est beaucoup adopté par plusieurs opérateurs, c'est un modèle de prépayé. Vous payez 30 $, vous avez de l'électricité de 30 $. Quand vous consommez tous les 30 $, il faut encore aller payer. Finalement, on ne va pas résoudre les problèmes. Donc c'est important que même si nous avons de l'énergie, il faut qu'il y ait un pouvoir d'achat qui va vous permettre de payer cette électricité-là. C'est pourquoi la vision de chef, c'est oui, donner l'électricité aux gens, donner de l'eau, c'est très bien. Mais tant que les gens n'ont pas de travail, ça ne pas encore des projets. Il faut exclure. Qu'est-ce qu'ils vont produire? Ces industries-là qui seront chez nous, il y a 4 corps produits. Le premier produit, c'est l'hydrogène vert. Vous avez l'ammoniac, les métaux verts, c'est-à-dire cuivre, cobalt, qui peuvent être raffinés sur place, et aussi les engrais chimiques. Bon, ici, rapidement, je peux vous expliquer rapidement tout ce qui est l'hydrogène. On peut utiliser l'hydrogène dans les véhicules, même les groupes électrogènes, on peut utiliser ça comme les combustibles. On peut utiliser ça, on peut avoir aussi une centrale thermique. Au lieu de mettre les mazout, on amène ça et puis ça fait fonctionner, n'est-ce pas, la centrale. Vous savez, nous avons plus ou moins, selon les rapports des PNUD, là, on parle de la stratégie d'hydrogène aujourd'hui. Bien sûr, quand on parle d'hydrogène vert, puisqu'il est généré à partir de l'eau, comme je disais, vous avez la molécule de l'eau, dans laquelle il y a l'hydrogène et l'oxygène. Il faut écraser ça avec, à travers l'électrolyseur, donc ça sépare hydrogène et oxygène. Mais si on parle beaucoup plus d'hydrogène, puisqu'il y a aussi le marché d'oxygène. Bon, je disais, les besoins aujourd'hui, ça c'est au niveau de l'électricité. Partout, vous voyez tous les signes là. Nous avons toujours quelques sites quelque part, que ce soit 50 kW, 100 kW, 1 MW partout, d'électricité. Donc, on parle de Inga puisque c'est le gros morceau que nous avons. Ça fait partie quand même d'un site historique dans le monde. Donc, quand on parle de sites énergétiques, puisque en dehors de 3 gorges en Chine, où ils ont construit les barrages de 22 000 MW, c'est les derniers, mais après ça sera quand même avec plus ou moins le double que les 42 000 MW. Mais à RDC, nous sommes tellement bénis d'une manière naturelle que nous avons partout des sites où on peut, n'est-ce pas, générer de l'électricité. Alors, regardez ce que d'autres pays ont déjà fait quand on parle d'hydrogène. L'Allemagne a signé déjà un partenariat avec le Maroc, Niger, Nigeria et Afrique du Sud pour le développement d'hydrogène. Et surtout avec la crise
Aujourd'hui, entre la Russie et l'Ukraine, l'hydrogène devient vraiment un produit le plus demandé. L'Allemagne a signé aussi un accord en 2021 avec Namibie, Chili et Oman pour le développement d'hydrogène. En Australie, le gouvernement a mis en place 2 milliards de dollars pour payer un parc d'hydrogène que j'appelle Hydrogen Valley pour produire de l'hydrogène. Alors, qu'est-ce que l'hydrogène peut rapporter aujourd'hui au marché congolais et à la RDC en général? Donc, avec les grands Inga, on peut produire minimum 9 millions de tonnes d'hydrogène vert. D'accord? Mais le mois passé, une tonne d'hydrogène coûtait plus ou moins 18 250 000. Donc vous pouvez faire les calculs. Mais c'est 22 500 euros. Bon, si vous prenez 22 500 euros fois 9 millions, ça c'est le minimum en principe. 42 000, on peut arriver facilement jusqu'à 10 millions de tonnes. Donc, si on doit être conservatif, comme on dit, donc avec 42 000, on peut arriver facilement. Le pays peut générer au moins 164 milliards de dollars. Vous voyez déjà, si un pays qui produit, qui peut générer 164 milliards de dollars, les miniers dans l'ensemble, ils font plus de 14 milliards de dollars. Voilà. Donc, mais l'hydrogène seulement, c'est 164 milliards de dollars. Ça veut dire que ça soit notre PIB va aller au top. Donc, on peut être au-dessus ou plus ou moins égal avec le Nigeria. Ça, c'est ce qui est important. Bon, je ne dis pas que 164 milliards, c'est pour l'État congolais, c'est un investissement privé. Bien sûr, l'État congolais aura sa quote-part, mais en matière de PIB, donc c'est ce qu'aujourd'hui le pays, si nous avons l'hydrogène, d'accord? Mais ici, je vais aussi, je sais que j'aurai des questions. Je ne dis pas aujourd'hui que tous les 42 000 mégawatts, on va produire de l'hydrogène. Bien sûr, il y aura une partie pour la population, voilà, donc c'est quand même important. Donc, voilà, les pays comme l'Égypte, que ce soit l'Afrique du Sud, et ils sont déjà avancés puisqu'ils produisent quand même l'énergie plus que nous. Mais ce sont des pays aujourd'hui qui ont besoin de notre énergie. Est-ce que ce n'est pas aussi pour acheter l'énergie à moins cher, pour aussi produire de l'hydrogène? Donc ce sont quand même des facteurs à considérer. Ça, c'est la partie la plus importante. Le président de la République a été clair avec tous les investisseurs qui viennent. Vous savez, quand il dit qu'il veut rendre aussi des millionnaires, des milliardaires congolais, et il ne parle pas en l'air. Il veut que si un projet qui va coûter 30, 50 milliards de dollars, il faut qu'au moins la moitié ou 40% de cet argent, cet investissement, soit dépensé sur les sols congolais pour que les Congolais, bon, les Congolaises et Congolais, pas seulement les Congolais, vous êtes là, et pour que les Congolaises et Congolais puissent être aussi les premiers bénéficiaires. C'est comment? C'est pas pour devenir millionnaire, milliardaire en volant dans les trésors publics, non. C'est en travaillant dans des projets comme celui-ci. Personnel. Il faut que les investisseurs qui viennent, qu'ils engagent des Congolais, qui est aussi des cadres congolais. Vous savez, il y a certains investissements et quand on investit, on dit qu'on a engagé les Congolais, c'est seulement les chauffeurs, les jardiniers, ceux qui travaillent dans la sécurité. Donc, on aimerait bien avoir aussi les Congolais comme cadres dans ces sociétés-là. Donc là, ça doit être trop clair. Et deuxième chose, ces Congolais, pour être cadres, il y en a qui sont intellectuels, qui n'ont pas d'expérience. Ils doivent aussi, n'est-ce pas, recevoir les transferts de compétences par la même société. Ça veut dire que ce soit une société qui est en train de... qui opère, ou les sociétés de sous-traitance étrangères, ces sociétés doivent engager les Congolais dans les postes cadres et bien sûr à d'autres postes.
troisième chose, il faut qu'il y ait aussi un renforcement de la législation. Ça, c'est quand même important. Pourquoi je dis ça? Puisque dans plusieurs pays, pour avoir un permis de travail, et donc vous devez prouver pourquoi on va vous donner le permis de travail. Mais notre législation en matière d'emploi était très facile, très faible. Donc, un citoyen étranger qui arrive avec un visa de 30 jours, directement il a un visa permanent. Il a un visa de travail, même si c'était pour des raisons touristiques. Donc ça va réduire encore la chance des Congolais d'avoir l'accès au marché d'emploi. Donc il faut maintenant qu'on renforce notre législation pour que ça soit difficile pour un étranger qui arrive dans notre pays pour avoir accès au travail. D'accord? Donc, on essaie un peu de fermer toutes les petites fenêtres là. Dans d'autres pays, pour avoir les permis de travail, il y en a qui partent en Chine ou bien en Inde. Non, tu ne peux pas travailler puisqu'on ne te donne pas. D'accord? Ça, c'est au niveau de personnel. Au niveau des biens, là, c'est les fournisseurs. On doit avoir les fournisseurs aussi congolais. Ici, je n'ai pas dit qu'il faut 100% d'investissement du CAPEX, que ce soit dans les mains des Congolais. On parle de 40 à 50%, puisqu'il y a certaines matières, par exemple, ce qu'on appelle OEM, Original Equipment Manufacturer, c'est par exemple comme des turbines. Bien sûr, il n'y aura pas une société congolaise aujourd'hui qui peut produire ou bien vendre. Voilà. Mais tout ce qui est les pièces de rechange, ce qu'on appelle tout ce qui est accessoire, on peut aussi vendre, même si on n'en produit pas sur place, mais le modèle il est simple. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand Congo CEP, un exemple, ou bien Total ou bien Braliment, il va acheter des ventes. Qu'est-ce qu'il fait? Il consulte le fournisseur, d'accord? Soit ce fournisseur est en Belgique, en Angleterre ou bien en Afrique du Sud, il va donner les specs, et j'ai besoin de tel produit. Qu'est-ce qu'il fait? Il va sur Internet, il prend le numéro de la pièce de rechange, il consulte les fabricants en Chine, Taïwan, ou Russie ou en France, et puis il passe la commande. Après avoir passé la commande, et puis on le paye. Donc les gars n'aiment pas sur place, quoi. Il reçoit la commande là où il est. Mais les Congolais peuvent aussi faire la même chose. On peut aussi utiliser l'ordinateur, sur l'Internet, faire la même chose. Donc c'est pourquoi c'est important qu'on donne cette chance-là aussi aux petites, moyennes entreprises et les entreprises qui sont déjà installées chez nous. Alors si nous avons aussi dit que si on ne trouve pas cette compétence dans les chefs des sociétés congolaises, mais du moins il faut qu'on donne la chance aux sociétés qui sont déjà installées, même si le capital n'est pas 100% congolais, mais du moins ils sont sur place, ils payent les impôts, ils contribuent à l'économie. Que donner des marchés, n'est-ce pas, des sous-traitances aux sociétés qui ne sont même pas sur place. Voilà. Donc ça c'est très important puisqu'on doit quand même booster notre économie. Et ici, nous avons aussi parlé d'une partie de la JV, c'est-à-dire que les sociétés congolaises qui n'ont pas les capacités de fournir, de donner de bonnes performances, ces sociétés peuvent travailler avec les partenaires étrangers. Donc là, maintenant, c'est une question d'organisation. Est-ce que votre société a un website? Est-ce que vous avez tel critère? Vous avez un téléphone? Vous avez ceci, cela? Donc il y aura quand même une formation pour se rassurer que quand vous allez faire la compétition avec une autre société, que ce soit locale ou nationale ou internationale, du moins vous arrivez à un certain niveau. Un exemple, vous avez un seul téléphone. Avec un capital de 50, 100 000, 200 000, vous n'avez même pas un website. Si vous partez, par exemple, à Brazzaville, votre téléphone est fermé. Il y a pas mal de choses pour se rassurer quand même que quand vous avez un partenaire étranger qui arrive, du moins il se sent quand même à l'aise que j'ai un partenaire qui a un certain niveau. Donc, après personnel, on parle de sous-traitance, bien sûr, personnel, ça c'est les employés, bien, c'est-à-dire que les fournisseurs de marchandises, par exemple, et puis la partie qui est développement durable. Donc il est très important
que Fortescue ou d'autres sociétés qui vont gagner les marchés de sous-traitance respectent local content, surtout la partie du développement durable. Donc vous ne pouvez pas terre bâtie, vous avez un contrat de 55 millions de dollars, sans oublier quand même la population locale. Donc là, c'est très important. Vous pouvez construire une école, un dispensaire clinique ou je ne sais pas quoi, ou investir aussi dans tout ce qui est petite et moyenne entreprise. Bon, ici, on en a parlé de la gouvernance. Comme vous le savez, c'est un grand projet. Un projet comme celui-ci, dans d'autres pays, on appelle ça Cabinet Committee, c'est-à-dire qu'on prend certains ministères clés, sectoriels, et puis en dessous desquels il y a certaines autorités. Par exemple, nous avons le projet de ADEPI. Vous avez l'ADEPI, c'est l'agence de développement des grands Inga, qui concerne beaucoup plus Inga seulement, mais cette agence a des organes, ce qu'on appelle organes stratégiques et l'organe de coordination. Donc ça aussi, je pense qu'il faut qu'il y ait un organe, qu'il y ait une agence de la gouvernance pour gérer les projets, où vous aurez le président de la République, et tous les ministres sectoriels, et puis la coordination. Alors ici, vous voyez déjà le nombre de ministères. C'est quand même ce qu'on appelle des red tape. Donc l'administration peut être très très lourde, puisque vous avez le ministère du budget, le ministère de la défense, vous avez l'intérieur, infrastructure bien sûr, les plans, petite et moyenne entreprise, on n'a pas de local content ici, hydrocarbures, puisque l'hydrogène peut être considéré comme combustible, ressources hydrauliques, sans l'électricité c'est difficile de produire de l'hydrogène, affaires foncières, nous avons besoin d'espace, industrie, puisqu'on parle des industries vers transport, finance, portefeuille, etc., etc. Bon, donc comme je disais, en dehors de Inga, on a Pioka, on a Matadi, plus ou moins on peut générer 72 000 MW. Et puis ici, c'est-à-dire qu'on produit de l'énergie, soit à Matadi, port de Matadi, ou bien à Inga, ou bien Pioka, il faut ramener ça jusqu'à Banana, où il y a le port en eau profonde, quand il s'agit d'exporter. Et s'il s'agit d'importer et d'utiliser localement, évidemment, là, ce sera aussi pour les marchés locaux. Pourquoi je parle de production locale? Puisque vous savez que les gouvernements, notre gouvernement, l'année passée, avait présenté les plans d'industrialisation de la RDC. Donc on ne peut pas aussi tout produire et envoyer à l'extérieur sans tenir compte aussi des besoins locaux. Bon, qu'est-ce qu'ils ont déjà fait, Fortescue? Ils ont déjà réalisé pas mal d'études. Nous sommes en une phase 1 des études de faisabilité. Il y a eu tout ce qui est pré-faisabilité hydroélectrique sur Inga, sont en cours. Optionering des industries vertes, transport énergie en cours. Levé bathymétrique en cours. Enquête géotechnique sur site. Il y a des études qui sont en cours, il y en a qui sont déjà conclues. Voilà, c'est ce que je peux m'arrêter ici. Et si jamais il y a des questions, j'essaierai de vous répondre ce que je peux. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur le conseiller spécial. Ce que j'ai retenu de bien, c'est 264 milliards de dollars. On passe d'abord aux questions. J'ai sauté les étapes, les bas. On passe aux questions, préoccupations et questions, une petite présentation et questions. On y va vite. Je crois que vous faites les rapporteurs, vous écrivez les questions pour le conseil spécial. Monsieur le conseiller spécial, d'abord, on commence par vous remercier pour ce sujet qui est très important. D'abord, du point de vue élément positif, c'est que si c'est un projet qui peut être réalisé, ça va permettre justement la réalisation du
projet du chef de l'État de faire de la RDC l'Allemagne d'Afrique. Ça va nous permettre pour l'intégration dans les économies africaines, parce qu'avec le courant, l'énergie, on peut s'industrialiser. Donc les pays africains vont s'industrialiser en passant par le Congo. Nous serons alors le moteur de l'économie africaine. Ça, c'est un. Alors maintenant, nous ne pouvons pas oublier aussi le problème de la faisabilité du projet. D'abord, avant ce projet, il y avait INGA. Quand on a commencé avec INGA, je crois que vous vous rappelez, il y avait le professeur Jean-Louis Lacroix qui avait écrit un livre, L'industrialisation au Congo. Il avait dit que INGA n'était pas, sur le plan économique, ce n'était pas du tout rentable, c'était seulement pour des raisons politiques qu'on avait fait ça, de façon à empêcher les Katanga de faire la sécession. Je crois que vous êtes au courant. Alors, mais voyez un peu peut-être pour la réalisation de notre projet ici, les grands INGA. Je commence par ce que vous avez dit en dernier lieu. Vous avez dit qu'on ne peut pas songer à exporter, à produire pour l'extérieur en oubliant les besoins locaux. Alors, ça c'est extrêmement important. C'est important pourquoi? À l'heure actuelle, nous voyons qu'il y a une reconfiguration des blocs à l'échelle mondiale. Il y a, c'est entre nous, on ne devons pas nous cacher, il y a ceux qui seront avec les États-Unis et l'Union européenne et les alliés, une partie des pays africains, et puis après, de l'autre côté, la Russie et la Chine, et quelques pays africains. Nous serons un peu divisés. Alors, maintenant, ce que nous allons construire, les grands INGA, ce n'est pas seulement pour les besoins locaux pour le Congo, mais c'est pour l'Afrique. Mais l'Afrique sera divisée. Or, le pays qui est pour le financement, qui est sûr, c'est l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud sera dans le bloc BRICS, qui s'interpose entre les deux là. Je ne sais pas si avec l'intervention peut-être des États-Unis, sur lesquels nous nous basons un peu, s'ils voient que les BRICS sont contre le bloc États-Unis-Union européenne, si ça ne va pas handicaper la réalisation de notre projet. Si bien que peut-être s'il y a cette inquiétude, je me demande si vous-même en tant que responsable, vous ne pouvez pas privilégier ce que vous avez dit pour les besoins locaux, commencer un peu par des étapes qui peuvent donner l'énergie au Congo où il y a un déficit énorme. Merci. La raison pour laquelle on a essayé de discuter INGA en morceaux, INGA 1, INGA 2, INGA 3, c'était pour des raisons du marché. D'accord? Puisqu'à l'époque, l'énergie était produite pour la consommation. La plupart, c'est besoin de ménage et puis industriel. Nous avons commencé avec INGA 3. 2012-2010, on a commencé à négocier avec les pays africains. Pourquoi? Puisque nous sommes dit que l'Afrique d'ici allait acheter des 1500. Si vous vous souvenez, 2020, les chefs d'État avaient sponsorisé la conférence virtuelle sur les grands INGA. C'était pour trouver les marchés africains capables, n'est-ce pas, de off-take ou d'acheter l'énergie des INGA. Pourquoi? Puisque la vision initialement était, nous produisons de l'énergie, nous vendons cette énergie aux pays africains. J'ai parlé de changement de paradigme, c'est-à-dire on amène aujourd'hui les industries sur place. Si aujourd'hui il y a un besoin de marché d'hydrogène, je ne sais pas pourquoi aujourd'hui on doit commencer par petit puisque le marché est déjà là. Ça c'est la première chose.
le marché est là. Je vous ai montré les pays développés aujourd'hui qui travaillent déjà pour se lancer dans le marché d'hydrogène. Puisque nous, d'habitude, la RDC, on a toujours été en retard. Il faut que les autres commencent. Quand on voit déjà que oui, ça marche chez les autres, puis on revient. D'accord. Mais ça, c'est la vision du président Tshisekedi, chef de l'État, aujourd'hui, qui veut remettre, n'est-ce pas, la RDC sur les rails pour prendre ce leadership-là. Donc, le marché est là. Et sur le plan financement des projets, il n'y a pas un souci. Pour votre information, les partenaires qui arrivent, Fortescue, je vous donne un exemple. L'année passée, ils ont réalisé un profit après avoir payé toutes les taxes de 10 milliards de dollars. C'est 10 milliards 300 millions, quelque chose comme ça, je vais arrondir. 10 milliards de dollars. Donc, c'est-à-dire qu'ils ont la capacité financière aujourd'hui de mettre une partie d'equity s'il faut financer les projets. Là, ce n'est pas un souci. Aujourd'hui, Fortescue a signé plusieurs Memorandum of Understanding, ce qu'on appelle protocole d'accord, avec Airbus, avec GMC en Angleterre et en Australie avec pas mal de sociétés qui veulent acheter déjà d'hydrogène. Mais si le besoin est là, on vous dit que je vais acheter... quel exemple que je peux donner par exemple? Si vous vendez des télévisions, vous en avez 800 appareils, vous avez un client qui veut acheter puisqu'il veut faire un hôtel, vous lui dites que non, je vais d'abord vous vendre 10, non, c'est pas ça. Donc les marchés, ce n'est plus une question de doute. Si vous regardez aujourd'hui, chaque semaine en Europe, en Amérique, il y a des conférences sur l'hydrogène. Sur l'hydrogène. Les pays industrialisés, ils sont sur l'hydrogène. Donc on ne veut pas rester... laisser ça après 30, 40 ans. Non, non. Moi, je pense qu'aujourd'hui, nous avons la chance de devenir la tête, mais pas la queue au niveau de l'Afrique, sous le leadership de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Donc ça, ce n'est pas quelque chose comme un rêve. Le besoin est là. Deuxième chose, c'est comme j'insiste, si l'investisseur amène les 5% de ce qu'on appelle fonds INGA, puisqu'à la fin de la journée, on fait tout pour les besoins et pour l'intérêt de la population congolaise. D'accord? Vous savez que le coût de production de l'énergie aujourd'hui, ce que fait SNEL, c'est plus ou moins, on produit de l'électricité hydroélectrique, plus ou moins 2,5 à 3 cents par kilowattheure. D'accord? Mais la consommation locale, dans toutes les maisons, souvent c'est 0,066. Il y a une subvention que l'État paye. Donc demain, même si la Banque mondiale, Banque africaine de développement, vient finance les projets Grand Inga, il dit que je vais vous donner ça comme cadeau à la population congolaise. On va donner de l'électricité à chaque maison en RDC, d'accord? Mais l'État congolais sera obligé de payer toujours la subvention pour couvrir les coûts de maintenance. Pourquoi? Puisque tu ne peux pas vendre aujourd'hui l'électricité au prix des marchés. C'est comme Transco. Si ceux qui maîtrisent bien la comptabilité analytique, ils vous diront que les vrais prix des billets de bus Transco, c'est peut-être 2000 ou 2500. Mais vous pouvez déjà imaginer si demain, Transco met les billets à 2500, qu'est-ce qui va se passer? C'est comme dans le secteur pétrolier. On paye plus ou moins chaque mois à peu près 400 millions de dollars la subvention, puisque les litres d'essence à la pompe, son prix là n'est pas réel. Voilà, donc vous voyez, donc, écoute, nous sommes un pays riche, comme on le dit toujours, mais aujourd'hui on ne capitalise pas notre richesse, on est bien d'accord? On parle toujours de potentiel. Donc il est temps qu'on se réveille, et surtout comme le marché est capable aujourd'hui à répondre à nos besoins. Donc c'est pour vous dire que moi, je ne suis pas de cette théorie, et on va faire petit pendant que le besoin est là. Merci. Non, je voulais juste intervenir pour corriger ce que le prof Kassongo a dit tout à l'heure, comme quoi le projet Inga n'était pas rentable. En fait, ce qui n'était pas rentable, c'est la ligne Inga-Chaba. Mais l'hydroélectricité, c'est la moins chère d'énergie électrique, la moins chère qui existe dans le monde. Aujourd'hui encore avec le problème de l'Ukraine et de l'Union soviétique, où maintenant
le charbon, le pétrole, le gaz vont coûter encore beaucoup plus cher. Et l'électricité produite par l'hydroélectricité, ce qui est le cas à Inga ou dans les barrages hydroélectriques, c'est vraiment l'énergie la moins chère. Donc c'est pas que le projet lui-même était moins rentable, non, pas du tout. Ok, d'accord, merci. C'est le prof Ilunga Mbuyamba Élysée. J'ai tout simplement deux petites préoccupations. C'est vrai qu'à la fin, vous avez montré les différentes étapes, ce qui était en cours, ce qui était déjà réalisé. Est-ce y a-t-il une projection à ces jours de quand effectivement on peut commencer à produire cet hydrogène? Je ne sais pas si c'est déjà fait, mais est-ce que si ce n'est pas encore fait, y a-t-il une projection dans ce sens-là? Et la deuxième question, on a bien compris que l'évacuation de l'énergie coûte cher. L'énergie hydroélectrique, quand on produit de l'électricité, l'évacuation coûte cher. Mais en transformant, en produisant l'hydrogène, est-ce qu'il n'y a pas toujours ce même problème d'évacuation? Est-ce que ça ne persiste pas, bien qu'on change la forme, mais sachant qu'il y a quand même un problème d'infrastructure routière, et ainsi de suite, est-ce que ce problème ne persiste pas d'une manière ou d'une autre? Aujourd'hui, l'équipe présidence, le gouvernement, nous avons essayé d'enrichir cet accord pour que les études de faisabilité soient financées toujours par les partenaires, puisqu'il y avait quand même des soucis au niveau des partenaires sur ownership, donc la propriété même du projet. Ceux qui lisent Afrique Intelligence, il y avait chaque semaine, le président aurait changé, le président aurait refusé, voilà. Ça crée quand même une situation incertaine au niveau des investisseurs. Donc là, il y avait une situation de tiers, entre autres situation chinoise, puisqu'on ne peut pas développer Inga 4 sans commencer par Inga 3. D'où il fallait quand même régler cette question-là. Donc nous sommes dans une phase purement juridique. Donc si tout va bien d'ici un mois, si je ne me trompe pas, on va passer à une signature d'une convention toujours complémentaire pour que l'investisseur pompe, n'est-ce pas, son investissement pour pouvoir, n'est-ce pas, finaliser ou conclure les études de faisabilité. D'accord? C'est vrai qu'une fois que les études sont conclues, on parle des contrats. Bon, vous voyez déjà, c'est pas facile. C'est pas un contrat de développer 10 MW sur Rivière Njili. C'est comme 42 000. Vous avez les pays voisins. Vous voyez déjà 164 milliards de dollars. Nos voisins, un jour, ils se réveillent que la RDC a un budget de 50-60 milliards. Bon, il y a la sécurité, il y a la sûreté, il y a pas mal de choses. Vous avez vu vous-même le nombre de ministères qui sont impliqués. Ça peut prendre un peu de temps, mais c'est important quand même que les gens sachent que le chef de l'État insiste que ce projet soit négocié dans toute transparence, puisque c'est un projet aujourd'hui qui va, n'est-ce pas, prendre en charge nos enfants et des petits-enfants. Donc si je vais vous répondre directement sur la projection, c'est possible que les études prendront plus ou moins 2 ans pour finaliser. Pourquoi? Il s'agit Inga, Pioka, Matadi, Industrie verte et les ports en eau profonde. C'est déjà corps projet, tous ensemble. Donc après les études de faisabilité, le professeur peut répondre à cette place à celui qui est technicien, fait partie de notre équipe, les techniciens. Ils ont proposé qu'ils peuvent commencer à s'embarrer le barrage avec, je pense, 6 000 MW. 6 000 MW. Et puis quand ils vont barrer le barrage, 17 ou 18. Mais ça, c'est trop technique, je ne suis pas là. Deuxième question au niveau de l'évacuation. Bon, les études vont déterminer. Pour le moment, c'est prévu que tout près de Inga, qui est l'industrie verte, et de là,
transporter l'hydrogène dans les pipes vers les ports en eau profonde. Il y a une autre option où mettre les industries vertes tout près des ports en eau profonde et transporter de l'énergie vers les industries vertes. Là, je pense qu'il faut patienter un peu. 6 mois, 4, 5, les études vont nous dire s'il faut prendre quelle approche. Voilà. Merci beaucoup. Monsieur le conseiller spécial, j'ai dit même le 2 ans là, j'ai venu de suivre les ministres de communication, transport et voies de communication. Donc, si même les travaux de port en eau profonde tardent encore un peu, c'est parce qu'il y a encore des déménagements, il y a des gens qu'il faut déloger, il y a tout ce qui doit se passer tout et tout. Il a même eu du mal un peu à répondre. La date, il a dit non, je ne peux pas donner la date pour éviter cette. Je tombe dans les pièges de date. Bon, je voulais préciser une chose ici. Ici, je ne parle pas des ports en eau profonde des DP World dont vous parlez. C'est-à-dire que avec les ports en eau profonde de Fortescue, c'est-à-dire la RDC aura des ports en eau profonde. Celui de DP World, c'est un port purement commercial. Les ports de Fortescue, ça c'est un port, je peux dire un port avec un terminal pour les tankers, pour les transports d'hydrogène. Voilà, c'est pas les mêmes. D'accord. Je suis combattant Moïse Mundongo. Alors, ma question est celle-ci. Vous savez très bien que nous produisons les courants dans notre nation, que nous partageons aussi avec des États autres qui sont en bon terme avec nous diplomatiquement. Mais il y a un problème de... Je disais, ma question est celle-ci. Nous produisons les courants, l'électricité dans notre pays, nous-mêmes. Alors que nous partageons avec d'autres nations qui sont avec nous diplomatiquement en bon terme. Mais il y a un problème récurrent qui se pose des délestages dans nos foyers. Vous êtes sans ignorer qu'à Kinshasa, il y a un problème difficile de courant qui se pose. Alors qu'est-ce qui fait à ce que nous produisons nous-mêmes l'électricité et nous ne sommes pas en mesure de pouvoir nous en offrir d'une manière à ce qu'il n'y ait pas les délestages au sein de notre nation? L'énergie qu'on va mettre chez vous à la maison, ça sera comme des bijoux dans une vitrine en ville. Vous voyez ça comme ça, vous n'avez pas les droits. D'accord? C'est pourquoi le pouvoir d'achat, c'est très important. Nous recevons tous les mois des investisseurs qui viennent pour faire de l'énergie solaire. Ils cherchent les contrats d'achat et de vente avec SNEL. Ils vous disent que non, ils vont récupérer en installant dans chaque maison les compteurs prépayés. D'accord? Mais j'insiste, ça c'est pas un projet à 100%. L'hydrogène, c'est ainsi que les chefs de l'État, ils pensent que si aujourd'hui le projet gagne, on va prendre 7 ans, un exemple, pour avoir de l'électricité. Mais d'ici jusqu'à 7 ans, les gens doivent quand même vivre. Vous voyez, non, vous n'avez pas l'électricité, non, attendons, non. Il dit non. Autant, mais dès les premiers jours, quand le projet commence, il y a déjà 5%. Ça veut dire quoi? Si le projet coûte, admettons, 50 milliards de dollars, nous avons 2,5 milliards de dollars comme les fonds qui doit être déversé dans les fonds INGA. Et cet argent ne va pas aller dans les poches des gens, c'est pour maintenant financer des petits projets, des différentes sources d'énergie comme hydroélectrique, voilà. Je ne pense pas que chez vous, monsieur Moïse, quand vous avez de l'énergie, vous décidez que non, ça comme c'est solaire, je ne veux pas. Non, c'est-à-dire que ce soit solaire, que ce soit des micro-barrages qui jouent de l'énergie. Vous ne pouvez pas prendre de l'énergie de Yinga, nous sommes encore des lignes jusqu'à Tingiting par exemple. Ça va coûter 4 ou 5 fois plus cher. D'accord? C'est-à-dire qu'on ne va pas attendre que la population soit desservie que lorsque nous avons 1 mégawatt de Yinga. Non. Dès que le projet commence, le fonds est là pour travailler, pour savoir quelles sont les provinces, quels sont les districts qui ont besoin d'électricité. Donc moi, je ne suis pas... Ça, c'est moi qui dis. Ce n'est pas le président. Ça, c'est moi. Comme dans la Bible, Paul. Il dit non, ça, c'est moi, Paul. D'accord? Moi, je ne suis pas grand fan
qu'on doit prendre notre énergie, prendre dans les pays africains. Vous savez, les pays africains, la plupart sont des pays qui sont presque bankrupt. C'est-à-dire que demain, c'est comme le Congo-Brazzaville à l'époque de Mobutu. On envoie de l'électricité, ils ne payent pas. Vous voyez, quand Mobutu demande au DG de SNL de couper, vous voyez les ministres des Affaires qui arrivent. Je suis venu rendre visite, son frère, mon frère. Et puis on dit, bon, remets quand même. Ça peut être comme ça. Je pense qu'il est temps aujourd'hui que la RDC se mette debout. Il est temps qu'on soit capable d'avoir un budget costaud qui va nous permettre à renforcer notre sécurité, investir lourdement dans notre défense, armée, police. Les professeurs universitaires n'auront pas besoin de encore pour les voitures, d'accord? Et les étudiants capables d'avoir des bourses, tout ça là, c'est l'argent qui peut faire toutes ces choses-là. On peut le faire que nous avons un budget costaud comme d'autres pays. Et nous pensons que cette solution aujourd'hui, à court, à moyen terme, sera bonne puisque ça va renflouer les trésors publics de l'État. D'accord? Voilà. Oui, Monsieur le Président fédéral du Congo. Monsieur le Président fédéral du Congo. Je vois que nous avons un peu de conseiller de l'exposé, et monsieur aussi au coordonnateur de la parole. Je commence avec votre autorisation par une information. On m'a présenté, moi c'est Bernard Mikobi Mainda. Je suis président fédéral de l'IDPS Lubumbashi, mais je suis doctorant en sciences politiques à l'université de Lubumbashi. L'information, c'est laquelle, depuis que nous avons pris le pouvoir, nous, là-bas, nous sommes devenus presque les consultants. Il y a certaines informations qu'on nous donne que nous ne savons pas transmettre. À Lubumbashi, quand vous prenez la société Somika, cette société a été créée dans des conditions, nous-mêmes si nous l'avions combattue, parce qu'elle est érigée là où il y a la source d'eau de la ville. Alors pour mettre les gens un peu calmes, maîtriser la population, elle avait procédé par la distribution du courant. Ils ont utilisé des transformateurs. Et c'est ce qui nous avait mis, nous, à son temps-là, opposants, avec la société civile en difficulté de continuer de réclamer parce que la population était déjà satisfaite. Au moment où nous parlons, l'information c'est laquelle? Ça ne vient pas d'ailleurs. Ce sont des agents de la SNEL qui, les uns se disent proches de l'IDPS, les autres parce qu'aujourd'hui nous sommes venus de devenir la belle fille que tout le monde courtise, qui viennent nous dire que la société avait acheté 5 transformateurs. J'ai envoyé des combattants qui ont vérifié, c'est vrai, pour continuer à distribuer du courant. Mais il y a une main noire politique qu'il ne faut pas installer les nouveaux transformateurs, sinon on va dire le pouvoir de l'IDPS a réussi à donner du courant aux gens. Donc cette histoire est là, les transformateurs sont là, mais on ne peut pas les installer. Alors, je reviens maintenant à ma question, ou mes deux petites questions. La première, en tout cas moi je mets l'accent sur la politique. Le projet que nous présentons, que vous venez de présenter ici, il est le meilleur pour le pays, pour nous tous. Mais politiquement, ce projet, qu'est-ce qui peut nous rapporter par rapport au discours de la mandature? Parce que nous avons l'ambition non seulement d'avoir le deuxième mandat avec le président Félix, mais d'aller au-delà de ça. Nous devons voir qu'est-ce que nous pouvons présenter pratiquement. La deuxième question, c'est que, vers la dernière réponse, si vous êtes revenu sur ça, soutirer le courant de Inga 1 ou Inga 2 qui existe déjà pour le Grand Kasaï. Apparemment, quelque part, c'est le discours qu'on nous tient. Nous, c'est comme ça qu'Étienne Tshisekedi nous a appris. Il nous a appris d'être l'oreille des gens par rapport à notre gestion, notre système, notre lutte. Parce qu'à l'époque, on ne gérait pas. Donc,
Les gens nous ont dit, comme je vous ai dit, que nous sommes devenus la belle fille que tout le monde courtise. Il y a des gens qui nous ont amené des projets. Nous qui sommes au Katanga, qui vivons la pression ethnique. Moi personnellement, je ne suis pas allé au Katanga parce qu'on parlait du Katanga. Moi, je suis parti d'ici pour aller étudier parce que la famille m'a empêché d'être prêtre. Je suis parti de Kimweza pour aller faire l'université. Mais après l'université, je ne suis pas rentré. Nous sommes nombreux. Ce qui fait que des professeurs ici, c'est l'occasion, le coordonnateur. Je considère que le corps d'élite doit être un labo pour le parti et pour le président. Un labo, pas seulement technique, mais un labo aussi politique. Parce que la politique, nous, les sciences politiques, nous disons aussi que c'est une technique. Donc, il y en a qui sont venus nous dire, si vous soutirez aujourd'hui le courant Inga que vous avez ici, vous le donnez au Kasaï, nous allons rentrer et produire. À l'époque, excusez-moi d'être long, Lubumbashi, les trois villes, Lubumbashi, Likasi, Kolwezi, nous dépendions totalement du ciment de la Zambie. Mais depuis qu'on a construit 2 usines seulement, à Likasi et à Kolwezi, nous achetons le sac de ciment à 14 000. Or, nous arrivions à $30. L'espace Kasaï, l'espace Bandundusi, il n'y a aucune usine de ciment. Il n'y a pas d'usine de savon. Or, nous avons de l'huile là-bas. Qu'est-ce que vous craignez en disant qu'il n'y a pas l'argent? Et je termine par le contrôle que vous venez de faire, que notre régime vient de faire par rapport aux impôts. La SNEL a besoin de ce contrôle là-bas. Le gros d'argent qui est payé par les clients de la SNEL entre dans les poches des agents. C'est ce qui donne l'impression que les Congolais ne payent pas, mais ils payent. Nous souhaitons, pour me résumer, que dans ce projet, vous puissiez intégrer la dimension politique de la mandature, le réalisme du projet. La plupart des projets que nous avons présentés, qui sont des projets très beaux pour le Congo, mais ce sont des projets qui nous prennent 3, 4, 5, 10 ans. Mais nous, dans le discours politique, qu'est-ce que nous devons exploiter? Merci beaucoup. Merci. Président, je vais séparer des choses. Tout ce qui est transformation, tout ça, j'ai pris une bonne note. Donc j'en parlais quand même au DG de SNEL, d'accord, pour ne pas sortir du projet. Mais je voulais quand même éclaircir une chose importante ici. Nous avons SNEL, nous avons le ministère des Ressources hydrauliques, n'est-ce pas, qui pilote pas mal de projets. Nous avons aussi des agences de développement comme l'AFD, nous avons Banque mondiale, tous les projets, Banque africaine de développement, tous ces projets de l'existant RDC continuent. On ne nous a pas empêché, on n'a pas dit qu'écoutez, attendez jusqu'à ce qu'on va faire Inga. D'accord? C'est très important. Vous savez que le palais du peuple n'a pas été construit dans 2 ans. Pour Maréchal, il y a eu 3 ans de négociations avec les Japonais, et là, après, c'est 4, 5, 6 ans. Aujourd'hui, si vous demandez à nos frères nés Congo si c'était une mauvaise idée, ils vont dire non, 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 voilà. C'est vrai qu'ils ont projeté les études de faisabilité pour cette phase, 250 à 300 millions de dollars. Ça veut dire que c'est l'argent qui sera injecté dans la population. Il y aura des jeunes, ils insistent beaucoup aussi, puisqu'ils disent des jeunes et des filles, puisqu'ils veulent que les femmes aussi puissent avoir accès au marché, qui auront des contrats, et cet argent aura quand même un impact sur les plans provincial d'abord et puis national. Donc ça c'est très important. Et au cours de 10 ans, quand vous investissez 30 ou 50 milliards de dollars, ça veut dire que cette période-là, il y aura un boom. C'est pourquoi je disais que le président insiste toujours que 40 à 50% des CAPEX soient dépensés sur les sols congolais. Donc ça, c'est déjà un impact. Voilà, donc il ne faut pas oublier ça. Et troisième chose, j'avais parlé aussi des fonds Inga.
Fonds Inga, ça sera un projet à court terme. Quand les projets commencent, d'ailleurs quand on commence les études de faisabilité, de deuxième phase, c'est-à-dire qu'on fait aussi les études, comment ces fonds sera managé. C'est-à-dire dans quelle province où il y a une carence et quelle population qui va gérer ça. Donc les études là commencent de manière qu'au lieu d'attendre 5-7 ans et de prendre l'énergie de Inga, donner à la population, mais du moins les fonds Inga, parce qu'aujourd'hui je ne suis pas ingénieur électricien, mais je sais que vous pouvez faire un micro-barrage de 50 à 100 kW 3, 4, 5, 6 mois. D'accord? Voilà, donc c'est pour vous dire qu'il y aura quand même l'argent qui va sortir du grand projet Inga. Au bout d'une année ou bien 2 ans, déjà on peut déjà desservir la population. Mais tout ce qui est les courants au Katanga, je préfère ne pas donner la réponse, mais je sais déjà qu'il y a pas mal de soucis. J'en parlerai, si vous pouvez même me faire une petite note, je peux parler au directeur général de la SNEL pour, n'est-ce pas, répondre à cette question. D'accord? Merci. Je crois que maintenant... La dernière, oui. On termine là. Merci beaucoup, monsieur le conseiller. Je réponds au nom de monsieur Axel Kabouya, étudiant. Ma préoccupation, je vais border dans les 2 sens, dans les matières de l'infrastructure ainsi que de l'électricité. À ce qui concerne de l'électricité, vous venez de nous dire si on produit le courant ici pour transporter dans les différentes provinces, ça peut coûter 3 ou 4 le coût du projet. Aussi longtemps, dans chaque province, nous avons de petites rivières. Pourquoi ne pas parler à la solution de faire la vis hydrodynamique ou soit les panneaux solaires, afin de faciliter nos provinces dans les territoires là où les parents, nos grands-parents sont, pour avoir l'électricité. En deuxième lieu, aujourd'hui dans notre pays, on produit l'agriculture, mais nous avons le souci de l'infrastructure auquel les produits n'arrivent pas à atteindre la population. Avec le Solfis, j'avais discuté avec mes amis qui sont en Afrique d'ici, dans les différents pays. Ils nous ont parlé que le Solfis aujourd'hui, c'est un projet moins coûtant et ça peut durer, ça peut faciliter au chef de l'État de faire la visibilité dans le matière de l'infrastructure. C'était un peu ça ma petite préoccupation. Le projet de Solfix. Oui. Ouais. C'est moins coûteux et ça peut faciliter au gouvernement d'entamer ces projets-là pour faciliter l'infrastructure dans notre pays. Merci. Mais je pense que j'ai expliqué le problème de micro-barrage ici. D'accord? Nous avons dit que le fonds Inga, aujourd'hui, va aider la RDC à financer tous les projets micro-barrages, tous les projets d'énergie solaire ou d'autres sources énergétiques en RDC. Puisqu'on ne peut pas prendre aujourd'hui l'énergie de Inga amenée partout en RDC, ça va coûter cher. J'ai expliqué ça 3 fois. Voilà. Bon, maintenant, avec d'autres systèmes d'énergie, d'autres sources d'énergie, il faut bien comprendre ici que je parle des grands projets Inga, qui est un projet qui est centré, n'est-ce pas, pour le bien-être d'abord de la population congolaise, première chose. Mais ce n'est pas normal qu'un pays comme le nôtre, on produit 42 000 MW et tous les 42 000 MW sont transformés en hydrogène et puis c'est vendu. Donc c'est un projet qui peut aller peut-être contre nous. Les gens diront que voilà, tu sais que j'ai vendu la RDC. RDC comme un pays comme ça, comment hydrogène, même si l'hydrogène aussi c'est de l'énergie. D'accord? C'est pourquoi on fait un mix. Pendant qu'on construit, on répond aux besoins d'électricité, d'énergie, en investissant partout en RDC. D'accord? C'est comme je disais au président de la Fédération de Katanga, que les autres projets qui sont en cours, par exemple, il y a, sous le leadership du président de la République, on a relancé aujourd'hui les négociations chez Katende, le ministre des Finances a commencé à payer tout ça là pour que l'énergie de Katende revienne. D'accord? Vous avez vu là,
avait posé la première pierre pour Zongo. Ça fait plus de 10 ans. Quand on a construit Zongo, ils ont oublié la partie du transport de l'énergie de Zongo vers Kinshasa. Il y a Kakobola par exemple. Vous avez vu ici c'est Boussanga, si je ne me trompe pas, au Katanga. Tous ces projets-là vont continuer. Par exemple, au niveau de Kasaï oriental, il y a pas mal de projets solaires, et il y a projets Tchala, tout ça, sont là. C'est-à-dire qu'il ne faut pas déjà condamner le projet lui-même. Pourquoi? Puisque peut-être quand on va arriver dans 5-7 ans, peut-être Kasaï oriental, on va se retrouver avec 35 ou 50 ou bien 200 mégawatts. Ou avec un surplus. Kasaï oriental peut-être 10-20. Moi j'étais parti à Kananga. Il y a les Égyptiens qui veulent mettre plus ou moins de solaire pour 10 mégawatts. Là c'est les Égyptiens. Il y a la Banque mondiale qui avait signé déjà un accord avec le ministère des Finances pour 35 mégawatts. Peut-être avant d'arriver au niveau de la production d'énergie de Inga, donc on aurait déjà répondu 30 ou bien 40-50%. Puisqu'on n'aura pas l'énergie de Inga dans 2 ans, 3 ans, peut-être 5-7 ans. Donc, le président de la République est engagé, il met son gouvernement en marche pour financer, pour répondre aux besoins. Au même moment, quand on arrive au niveau de production d'énergie Inga, on va regarder, puisqu'il y aura quand même une politique et stratégie énergétique. On dit, voilà, qu'est-ce que nous avons aujourd'hui? Maintenant, nous avons soit 5 000 mégawatts. Nous avons 10 000 mégawatts utilisés par la population. Un exemple. Mais quel est le pays, quelle est la province, quel est le territoire qui a de l'énergie? Est-ce qu'on peut mettre les solaires ou bien on peut amener Inga? Et le reste, c'est comme les pays producteurs de pétrole, c'est ce qu'ils font. Ils produisent du pétrole brut, ils vendent, ils ramènent la devise, qu'on appelle hard currency, maintenant ils achètent le combustible pour la population. Donc c'est ça. Donc il ne faut pas seulement amener de l'énergie pour amener, ça va coûter cher. Vous amenez dans un village ou un territoire où il y a par exemple 300 personnes et le coût peut-être c'est 10 fois ou bien 9 fois. Donc nous on ne dit pas que non, on laisse jusqu'à ce qu'on aura Inga. Le gouvernement continue à travailler, à répondre à ces besoins. Merci. Merci beaucoup, monsieur le conseiller spécial. Je pense que vous pouvez prendre place, prendre votre gorgée que vous avez Merci. Merci beaucoup. UDPS Viva. Voilà. Docteur Jacob me rappelle qu'on a quelque chose qu'on a oublié, c'est les bas. C'est les bas. Voilà, on n'a pas remercié les conseillers spéciaux comme on les fait, alors nous pouvons nous lever. Si les conseillers spéciaux pouvaient vous lever. Bon, ici nous avons l'habitude de remercier l'intervenant du jour par un bas. C'est bas affectif, bas amoureux. Bon, dernièrement, les bas anglais, parce que je ne sais pas comment on va faire ça. Maintenant, vous préférez quel bas? Affectif, amoureux? La deuxième partie de la question. Généralement, après l'intervention de l'orateur du jour, nous les remercions avec un bas. C'est souvent un bas affectif, si on choisit un bas affectif, un bas amoureux, si on choisit un bas amoureux, soit un bas en hydrogène, vous allez nous apprendre si tel est le cas. Voilà, vous préférez quel bas? Je suis disponible, disposé. Je vous dirai laquelle. Ça, c'est les politiques. Voilà, on va lui faire un bas affectif. Tapez. Merci beaucoup, nous embrassons. Ok, merci. À jeudi prochain. Oui, écoute, le thème principal, c'est pour expliquer les grands projets continentaux. Il s'agit des projets de Grand Inga qui sert à la production d'hydrogène. Vous savez, la RDC se lance aujourd'hui dans tout ce qui est dans l'économie circulaire, qui est dans la transition écologique. L'hydrogène, aujourd'hui, ce n'est plus un produit qu'on doit encore apprendre aux gens. Et on veut être leader. La RDC, c'est une solution. C'est important quand même que je me présente au mien.
au parti, n'est-ce pas, une instance scientifique de l'IDPES pour leur parler, n'est-ce pas, de ces grands projets continentaux, des projets des industries vertes. En quoi ça peut être bénéfique pour le pays, toutes ces richesses que nous avons, dont vous avez fait allusion? Ben, écoute, on parle du changement de paradigme, donc l'énergie, l'électricité doit être considérée désormais comme un intrant qui va faciliter, n'est-ce pas, à la production d'autres produits comme produits hydrogène et ses dérivés. Donc le monde aujourd'hui a besoin d'hydrogène et tous les pays développés, tous les pays en voie de développement chantent que l'hydrogène et la RDC ne peut pas être différente. Et on doit être la tête, on doit prendre le train en main avec le potentiel économique que nous avons aujourd'hui. Nous avons les matières premières qui auront besoin aussi de transformer sur place. Ils auront besoin d'hydrogène. Nous avons déjà un plan d'industrialisation de la RDC présenté par le gouvernement de la RDC. Ils auront besoin d'hydrogène et le monde entier a besoin d'hydrogène. Je pense qu'on doit capitaliser sur l'hydrogène pour mettre aussi notre économie sur les trains. On doit être de la tête, pas la queue. Un petit mot sur le CESU, le corps de l'élite scientifique. C'est cette initiative d'organiser chaque jeudi une matinée scientifique pour tous les membres. Mais écoute, je pense que les têtes ont besoin de réfléchir, les têtes ont besoin de respirer, et cette respiration vient de thèmes comme celui-ci, par exemple. Je pense que je ne suis pas les premiers ou bien les derniers. On commencera toujours à mener des thèmes qui doivent être discutés, réfléchis avec toute la crème intellectuelle de l'IDPES, puisque l'IDPES, en tant qu'un des grands partis de la République, le parti au pouvoir, il doit être bien préparé à chaque fois que le chef de l'État fait appel. On trouve des personnes valables, capables, intellectuelles et réfléchies qui doivent l'accompagner. Donc c'est important que des projets comme celui-ci soient discutés et jetés aux anges, de constater que l'intention de l'audience était présente. Et j'ai eu de bonnes questions, donc j'ai vu qu'il y a les soucis pour qu'on puisse notre pays démarrer. Et je pense qu'on va le démarrer avec l'hydrogène. C'est une grande joie qui montre à ce que non seulement qu'ils ont honoré et rehaussé de leur présence lors de la première grande conférence, mais le chef de l'État, comme nous l'a dit, le chef de l'État a ses soucis que le peuple soit, disons, très bien socialement. Et ça, on ne sait pas, les gens ne sont pas informés. C'est comme ça que le secrétaire général de l'UDPS tient à ce que nous, les collaborateurs du chef de l'État, les gens qui connaissent, puissent informer au peuple des différentes réalisations du chef de l'État pour éviter les intoxications. Remarquez, on a parlé de 164 milliards que ces projets peuvent procurer. 164 milliards, mais c'est vraiment l'Allemagne, c'est ça même l'Allemagne de l'Afrique, la RDC allemande de l'Afrique. Nos enfants, nos petits-enfants, ainsi de suite, vont vivre avec ces projets. Mais en dehors de ces projets, le chef de l'État n'attend pas seulement la réalisation ou l'aboutissement de ces projets. Déjà, ces projets vont produire encore d'autres petits projets pour que le peuple vive ses bonheurs, parce que le chef de l'État met le peuple, l'homme au centre de tous ces projets.